Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid avec une nuit de recul sur cette défaite 3-1, les Parisiens qui démarrent mal l'année 2023. On va revenir sur tous les aspects de cette copie désastreuse rendue hier par le PSG de Galtier. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec la dimension tactique où j'aimerais ouvrir un gros débat. Je suis pas forcément à l'aise avec parce que ça fait un peu celui qui change d'avis tous les 4 matins. Mais au fil des matchs, voir ce 4-4 de losange pas progresser me fait penser que repasser à 3 derrière pourrait être la solution en Ligue des Champions en février contre le Bayern. Je m'explique. D'abord, contre Lens, on a eu la meilleure adversité en Ligue 1 sur la saison. Les Marseillais ont loupé leur classico en matière de production offensive. Les Lyonnais ont fait un mauvais match contre nous en septembre. On gagne certes que 1-0, mais normalement, on doit gagner 3-0 à la mi-temps. On est allé gagner à Lorient avec Neymar sur le terrain, grosse différence avec le match d'hier. Lille, on les a explosés là-bas. Et le Rennes de Pep Genesio, on les affronte dans 15 jours. Justement, ça risque d'être folklore si on ne progresse pas par rapport à la copie rendue hier. Ou alors si Messi rentre comme son compère Enzo Fernandez avec le Benfica. Bref, dans tous les cas, j'ai quand même quelques doutes. J'ai fait la liste de nos performances face au top tableau Ligue 1. Hier, c'était le match le plus difficile, sans problème. Et surtout, en matière de plan de jeu en face, Lens, ce qu'ils ont proposé, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va avoir face au Bayern. Je ne parle pas de qualité intrinsèque et individuelle. Évidemment, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Mais en matière de plan de jeu, sur les relances, le pressing et l'intensité athlétique dans les courses, et en matière de positionnement, puisque le bloc lensois était assez haut hier, ça se rapproche vivement de ce que le Bayern va nous proposer en fait. Et je me dis que pour la gestion de la largeur, mais aussi la production offensive qui est à pas négliger hier, parce qu'elle a encore été famélique du côté du PSG, revenir à 3 serait peut-être une solution. On a commencé la saison avec ce système. On a fait un gros mois d'août. Ensuite, au mois de septembre, c'est vrai qu'il y a eu une baisse de régime qui a conduit à ce système à 4, même s'il y a les blessures qui sont aussi à mettre dans la balance. On a eu des matchs quand même un petit peu plus compliqués, notamment Lyon, je le citais, aussi contre Nice après la trêve internationale du mois de septembre, où le système A3 était globalement remis en cause complètement, parce que la production offensive avait vraiment baissé. Et défensivement, on avait déjà des performances qui commençaient à devenir inquiétantes, Marquinhos ou Sergio Ramos. Ensuite, on est passé à 4 derrière. On a fait des bons matchs, Ajaccio, le Classico. Il y a eu des performances individuelles qui s'en sont sorties sublimées. Fabien Ruiz, je pense que c'est l'exemple parfait, bien évidemment. Et derrière, on a quand même, depuis, peiné à développer certains aspects du jeu. Ressort aussi les interrogations qu'on avait au moment de la signature de Galtier. On savait que c'était un entraîneur pour un 4-4-2 régular, des lignes resserrées, bien défendre et jouer en transition. Mais avec ballon, on ne savait pas ce qu'il allait proposer à son effectif. Encore une fois, hier, la majeure partie des joueurs ne savaient pas quoi faire. Je veux bien qu'on s'arrête sur les erreurs individuelles qui conduisent au but lensois, mais collectivement, la production offensive, elle a largement baissé. Si vous prenez les statistiques entre le système A3 et le système A4, il n'y a pas photo. Voilà, on était beaucoup plus productif avec le système A3 et défensivement, on était quasi au même niveau tout simplement. Avec le système A4, je rappelle qu'on prend 3 buts contre 3 au Parc des Princes. En Ligue des Champions, contre la Juve, on ne fait pas une grosse prestation. On encaisse globalement des buts à chaque match. Contre Lorient, hier soir, on en prend encore 3. Contre Strasbourg, pareil, on en prend un au sortir des vestiaires, comme d'habitude, je dirais. Donc, c'est assez inquiétant. Et évidemment, ce que tu dois corriger par rapport au match d'hier, c'est la gestion de la profondeur et de la largeur.
je pense qu'en rajoutant un Danilo, par exemple, ou en mettant Marquinhos dans un rôle hybride, et un alignement à 5, on serait un petit peu mieux. Peut-être que Mukiele serait soulagé parce que hier, il s'est retrouvé quand même beaucoup de fois en situation d'infériorité numérique. Bien évidemment, Hakimi, Nuno retrouveraient un petit peu de leur qualité, Messi et Neymar seraient plus proches, et globalement, le grand perdant, ce serait celui de toujours dans ce système à 3, Mbappé. Voilà. Mbappé qui devrait se retrouver dans un rôle un petit peu plus axial, et le milieu de terrain. Mais encore une fois, le milieu de terrain, je suis désolé, déjà Vitinha était bien meilleur quand on jouait à 3, et ensuite, avec des joueurs qui se projettent aussi peu, c'est difficile en fait de se dire que là tu joues en 4-4 de losange, donc en fait tu as 3 joueurs qui sont devant le ballon sur tes phases de relance et de construction, mais ton numéro 10 se retrouve derrière le ballon parce que il n'y a pas de qualité pour le faire progresser. Voilà, en général c'est Neymar qui est obligé de décrocher. Du coup ça fait que 2 joueurs qui sont devant le ballon à proposer. Ekitike ne sait pas jouer dos au but. Dans la profondeur, c'est difficile. Mbappé, il a envie, il s'excentre complètement. Il a envie de partir de l'extérieur vers l'intérieur. Là, c'est officiel complètement. Donc, dans l'axe, t'as vraiment pas de relais. Et je trouve ça assez compliqué. Hier, au niveau de l'animation, je l'ai déjà développé. Bien évidemment, il y a des erreurs individuelles. Ok. Mais je pense que si on repasse à 3, par exemple, un Ramos est un petit peu plus soulagé. Mukiele, j'en ai déjà parlé. Et peut-être Marquinhos aussi. Danilo fait peut-être aussi une meilleure prestation. Et puis surtout, dans les sorties de balles, j'ai pas bien compris l'attentisme de Galtier. Que tu cherches des relais intérieurs en mettant Fabian Ruiz sur son faux pied à droite alors qu'il est gaucher, pas de problème. Mais face à une équipe qui te presse aussi rapidement, Fabian Ruiz, du coup, comme il est sur son mauvais pied, va à chaque fois faire la touche de trop, voilà, pour se mettre sur son bon pied, perdre du temps et donc perdre des ballons, comme sur le 3e but. Le problème, c'est pas tant le plan de jeu qui est mis à la base, mais le fait que derrière, pendant le match, Galtier est attentiste. Les seules choses qu'il fait, c'est son coaching un petit peu régular, qui est fait par défaut tout simplement. Et je lui en veux un petit peu là-dessus. Donc voilà pour la dimension tactique, la gestion de la largeur contre le Bayern. Si on reste comme ça, je pense que ça va être très très compliqué. Voilà. Et c'est pour ça que ce système à 3, maintenant, pour faire plus concret, Ramos à gauche, Danilo dans l'axe, Marquinhos à droite. Voilà. Il faut faire ça, il faut arrêter, Galtier, cette histoire de mettre Marquinhos à gauche et Sergio Ramos à droite. Ça, je ne comprends pas. En plus, on l'a vu hier, quand ils ont interchangé en première mi-temps, Ramos était beaucoup plus entreprenant à la relance et Marquinhos s'est montré sur son gelon. Bref, j'ai ouvert cette espèce de débat qui, je pense, a lieu d'être. Surtout qu'en plus, en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Hier, on s'est fait bouffer au milieu, mais un match, c'est pas au milieu que tu le gagnes. C'est dans les 2 surfaces. Et à 4, on est beaucoup moins efficace dans la production offensive et défensivement, on est beaucoup moins présent dans la surface. On peine à défendre tout simplement dans nos 30 derniers mètres. Voilà. Le système à 3 te permet d'être efficace dans les 2 surfaces. Et moi, je pense que la Ligue des Champions, tu la gagnes comme ça. Le Real, l'année dernière, c'est ça. Hein. C'est évidemment, dans leur surface, peut-être aussi un facteur chance. Et surtout de l'efficacité, évidemment, dans l'autre surface. Même si, entre les deux, tu as Luka Modric qui surnage et tout ça. Ça n'en reste pas moins une équipe qui a gagné sur l'efficacité dans les 2 surfaces. Bref, l'équipe de France de Deschamps, c'est aussi l'exemple parfait. Bref. Ensuite, quelque chose qui est, selon moi, hier, la chose qui me fait le plus douter. Tactiquement, bon, voilà, comme je disais, il y a débat. On peut discuter. Mais dans tous les cas, cette équipe peut encore progresser. En repassant à 3, en faisant des ajustements, en changeant quelques individualités. Pas de problème, ça peut encore progresser. Ok. Techniquement, bon, hier on a fait un mauvais match, on a été pris par le pressing. C'était peut-être aussi le 1er janvier. Tu te dis qu'en Ligue des Champions, les erreurs qu'on a vues hier, peut-être qu'ils ne les feront pas parce que c'est une compétition, évidemment, dans laquelle tu te sublimes, où ton niveau de concentration est démentiel, voilà, est décuplé complètement. Ça ne s'explique pas. Les grands joueurs, comme Sergio Ramos, je ne suis pas sûr qu'il fait l'erreur qu'il fait sur le second but hier. Donc techniquement, pas grande inquiétude. Par contre, athlétiquement, là j'ai vraiment peur parce qu'en fait, c'est une dimension que tu n'as plus le temps de l'améliorer. Il n'y a pas de préparation, les matchs vont s'enchaîner, le staff physique il ne peut plus rien faire. Et il y a des joueurs qui sont dans un creux physique. Il y a des kilomètres qui sont perdus, des courses à haute intensité qui ne sont pas faites,
des duels qui sont perdus. Fabien Ruiz, 12 ballons perdus hier. Vitinha ne récupère aucun ballon sur son entrée. C'est quand même très très difficile de se projeter avec ce genre de statistiques en fait. Et athlétiquement, j'ai très peur de cette équipe qui risque de sombrer en Ligue des Champions. Voilà, c'est là où je suis un petit peu le plus alarmiste parce que c'est quelque chose où tu n'as pas trop de vision en fait sur le long terme. Après, tu peux parler aussi de Verratti. Lui, c'est intrinsèque. Il s'est fait bouffer parce qu'en face, les mecs faisaient 2 têtes de plus que lui, tout simplement. Mais dans tous les cas, athlétiquement, ça va être compliqué. Surtout qu'en plus, Vitinha, Ruiz, c'était des mecs qui étaient très bons dans cette dimension-là, dans leurs anciens clubs. Et boum, ils signent au PSG, ils régressent dans cette dimension. Tu sais pas pourquoi. Arrêtons-nous sur les performances individuelles. Bon, Donnarumma, sur les 2 premiers buts, il n'est pas exempt de tout reproche. Sur le 3e, je pense qu'il ne peut rien. C'est dommage parce qu'il ne fait pas d'arrêt décisif comme il en avait l'habitude. Notamment contre Strasbourg, il fait un très très bel arrêt qu'il aurait pu refaire sur le 2e but. Tiens, sa sortie est loupée, mais elle ressemble à son très bel arrêt plutôt dans la semaine contre Strasbourg. Et à la relance, il est pris. Bon, ça, les Lensois, ils l'avaient identifié, on le sait tous. Techniquement, il n'est pas bon avec le ballon. Voilà. Mukiele, je l'ai trouvé très en vue offensivement, je réitère, il a vraiment été très bon. Il a été pris dans le dos, ok, défensivement par moment, aussi parfois en infériorité numérique, mais pour moi, c'est le recrutement le plus logique de l'été. Hier, je parlais du projet, je critiquais le mercato d'été, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On a Luis Campos qui s'est présenté en septembre à RMC en disant « Oui, le mercato, il est loupé », comme si c'était un observateur, comme s'il était comme nous supporters et qu'il avait juste sa langue pour parler. Non, lui, il est aux manettes en fait. Lui, les mercato, il les fait. Alors, je veux bien qu'il y ait une manœuvre pour faire dégager Antero Henrique derrière cette interview pour RMC, mais à un moment donné, il va falloir se remettre en cause. Voilà. Au milieu de terrain, c'est pas possible de mettre quasi 100 millions d'euros sur autant de joueurs alors que tu peux juste mettre 80 sur un joueur de classe mondiale et derrière, tu essayes de faire un coup à 15-20 millions sur un joueur sorti de banc. Le reste, je suis désolé, au niveau de leur temps de jeu et de leur statut, ne me dites pas qu'un Soler, un Pablo Sarabia, un Renato Sanchez ont quelque chose de plus que nos jeunes. Ce genre de statut, tu le donnes à tes jeunes. Tu as un super centre de formation, le meilleur de France, un des meilleurs d'Europe, un des meilleurs viviers avec l'Île-de-France. Mets-le en valeur plutôt que de recruter des joueurs. Parce qu'en plus, ce qui rend fou, c'est que ce genre de joueur, tu sais très bien, on va pas se mentir. Vitinha, alors bon, déjà il est recruté à crédit sur je sais pas combien d'années, 40 patates. S'il n'est pas dans l'écurie de George Mendes, est-ce qu'on le recrute Vitinha? Je pose juste cette question. Est-ce que s'il n'est pas chez Mendes, on le recrute? J'en suis pas certain. Renato idem. Soler, 18 millions. Un rôle que tu peux donner à Garbi. Pourquoi on le recrute? On le sait tous, ça se voit comme le nez sur le visage. On l'a fait parce que Valence était incapable de terminer de payer le transfert de Gonzalo Guedes, donc on les a arrangés, plutôt que de les attaquer en justice. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui rend fou. D'un côté, tu fais des recrutements qui sont hasardeux. De l'autre, des profils, des statuts où tu dépenses des millions alors que tu dois mettre en valeur ta formation, tes jeunes, et plus de classe mondiale. Depuis l'été 2017, dans ce club, il n'y a plus aucune exigence en matière de mercato. Je ne sais pas si on se rend compte, si on fait les comptes là sur tous les mercatos qu'on a fait depuis le Neymar-Mbappé, ne me dites pas qu'il n'y a pas de budget. On a dépensé de l'argent à foison, même cet été, même si c'est sur des options d'achat, machin, on a dépensé quasi 150 patates. Voilà, c'est énorme. Alors oui, c'est pas Chelsea qui balance quasi 600 millions, c'est pas la première ligue, mais c'est quand même énorme. Et c'est des budgets avec lesquels tu peux recruter des joueurs top mondial, plutôt que empiler des mecs qui sont complètement insignifiants. Voilà. Concrètement, Keylor Navas a changé la face de ton équipe. Nuno Mendes est quelqu'un qui est très régulier, qui se sublime dans les grands matchs, à qui on ne peut pas faire beaucoup de reproches. Le reste, ils sont tous sujets à reproches. Achraf Hakimi, je suis désolé. Enfin, il y a au moins une dizaine de critiques qui peuvent être émises. Les autres, j'en parle pas. Il y en a, la plupart, ils sont au loft, ils sont cassés en prêt. Leandro Paredes, par exemple. Donc c'est assez compliqué. C'est compliqué. Et dans tout ça, Mukiele, j'ai trouvé quand même que c'était le recrutement le plus logique de l'été. Parce que, par exemple, tu le recrutes 10 millions, c'est pas cher. Il est dans la force de l'âge. Il n'a pas 20 ans, donc il n'a pas besoin de jouer comme un Hugo Ekitike pour s'identifier, pour se créer, je sais pas... Par exemple, Ekitike, on ne sait pas trop quel genre d'attaquant c'est aujourd'hui. Il a besoin de jouer régulièrement pour se donner un style, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est jeune. Lui, Mukiele, 24 ans, il a son style, tu le recrutes avec, tu sais quels sont ses défauts, tu sais quelles sont ses qualités.
il fait pas de bruit, il paye pas cher en salaire, il est français, originaire d'Île-de-France, pas de problème. En plus, il est là pour combler en défense centrale et au poste de latéral droit, il est polyvalent, pas de problème, à un poste où t'as pas de jeunes, justement. Au poste de latéral droit, Pembele, il était pété cet été, hein. Il a repris l'entraînement collectif qu'il y a 15 jours. Donc là, pas de problème. Voilà, il n'y a pas de jeunes, ok, je recrute, Mukele. Alors qu'au milieu de terrain, enfin, Renato, Soler, Vitinha, Fabian Ruiz, alors que tu as Warren Zaïre-Emery, qui est un crack absolu. D'ailleurs, il y a un papier de Gaulle, je crois, sur Gaulle, on a dit aujourd'hui que Vitinha avait dit à Mendes, son agent, waouh, qui est-ce que tu as ramené dans ton écurie? C'est un crack absolu quand il a rencontré Warren Zaïre-Emery à l'entraînement. Je rappelle qu'il est chez Mendes, Warren. Voilà. Et on espère qu'il sera titulaire vendredi contre Châteauroux. Ramos, la gestion de la profondeur, elle est très compliquée. Trop de vis, tu le vis à un moment donné. Ça se voit qu'il joue sur son expérience, on en a marre. Et je le dis, prolongation, c'est non, terminé. Marquinhos, il a eu quelques ouvertures gelons. En re-regardant le match, quand même, tu vois qu'il a retrouvé un petit peu ballon-pied en rupture. Mais dès qu'il y avait un petit peu d'intensité dans les courses, il était complètement dépassé en termes de puissance. Et il est très, très inquiétant, Marquinhos. Hakimi, c'est un des seuls qui est monté en puissance. Tu vois, Soler, par exemple, il fait un bon début de match. Il est assez simple. Il fait le renversement sur le but d'Hugo Ekitike. Mais à partir du second but lensois, tu le vois plus. Il disparaît complètement. C'est un fantôme. Dire qu'il a fait un non-match hier, c'est faux. Parce qu'il a fait une première demi-heure plutôt bonne, Carlos Soler. Ekitike, idem. Mais après, ils disparaissent. Hakimi, c'est la tendance inverse. Lui, il monte en puissance. En première, il peine à trouver ses marques parce qu'il, bon, et aussi, il est au poste de latéral gauche, un poste qu'il connaissait plus trop. Et après, en seconde, il a quand même été assez intéressant en matière offensive, hein, même si dans son dernier geste, faut qu'il progresse. Danilo, l'utilisation du ballon, elle a été catastrophique, les passes pas maîtrisées, trop précipitées sous la pression. C'est très, très compliqué son match hier. Ruiz complètement perdu. Par moment, il arrive à bien se placer, ça le sauve un petit peu. Encore une fois, je ne comprends pas son placement en relayeur droit alors qu'il est gaucher. Et le fait qu'il n'ait pas eu Hakimi à combler déjà défensivement et à servir avec le ballon, ça a fait qu'il était un petit peu perdu. Voilà, quelque chose à prendre en compte, le fait que c'était pas Hakimi mais Mukiele sur le côté. Verratti, il monte en puissance en fin de match. Ces deux matchs sont très mauvais contre Strasbourg et encore hier, mais comme contre Strasbourg, il a fait une bonne fin de match, Marco Verratti. Physiquement, il était complètement dépassé encore une fois. Bon, Mbappé, il a beaucoup tenté, mais il s'est un peu emmêlé les pinceaux, hein, et il n'a pas réussi à créer du vrai danger. C'est ça le problème hier, c'est que, enfin, on met un but, et derrière, on n'a vraiment pas d'occasion nette. Hein. Les frappes de Mbappé, elles sont peut-être puissantes. Tu retiens que la balle de but de Sarabia, qui est repoussée par Samba, c'est tout. Le reste, on n'a pas d'occasion franche. Sarabia qui rentre, bon, il fait du mouvement, mais il loupe la balle de but, et puis, bon, arrête de tirer les corners, c'est n'importe quoi, tu les tires comme un pied. Garbi, il a fait l'entrée type du jeune, celui qui rentre en Ligue 1, championnat qu'il découvre, et donc il n'arrive pas à jauger ses interventions. Il met trop d'engagement. Quand il fait son espèce de faute là, parce qu'il est trop engagé, ça me rappelle le rouge que prend Michu la saison dernière. Voilà, ça c'est une phase par laquelle les jeunes doivent passer, évidemment, on ne lui en veut pas. Zaïre Emery, son premier ballon est plutôt bon, il entre bien dans la surface, derrière il n'y a plus rien. Vitinha, bon, je trouve qu'il fait une entrée meilleure que ses derniers matchs, mais encore une fois, dans le dernier tiers, il n'est pas bon. Et il récupère 0 ballon. Ça, c'est compliqué. Tu dois avoir un apport individuel sur ton équipe, tout simplement. Je terminerai sur Seko Fofana, la Zumba, tout simplement. Voilà. Ce match m'a beaucoup énervé, je crois que ça s'est ressenti dans mes vidéos, et même aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait mes brouillons et je me suis dit, faut que tu mettes un petit peu en avant du positif, faut que tu sois plus calme. Et je crois que ça a été loupé. Voilà, vous m'excuserez si je suis trop dur avec cette équipe. C'est vrai que c'est que la première défaite, mais à un moment donné, elle était tellement prévisible. Quand tu vois le nombre de scénarios à l'arrache et contre des équipes qui ne sont pas lances, c'est-à-dire des équipes qui ne font pas un match plein, on est vraiment... en fait, on n'est pas bon quand en face l'adversaire te laisse pas de répit, on n'arrive pas à avoir du répondant, pas de personnalité, et ça, c'est ce qui rend fou en fait. C'est ce qui rend fou. Au premier accro, boum, tu tombes, tu prends 3 buts. Ça la fout mal quand même. Et sur les perspectives sur le match contre le Bayern, bon, tu peux avoir quelques petites interrogations. Bref, revenons à Seko Fofana. Ok, il fait un gros match. Ok, il roule sur notre milieu depuis 1 an et demi. Mais tous les mecs qui disent ouais, il serait titulaire dans tous les grands clubs européens, je comprends pas pourquoi Luis Campos le signe pas. Je comprends pas cette Zumba en fait. Pourquoi? D'abord, son début de saison, si tu regardes Lens régulièrement, si tu suis un petit peu la Ligue 1, tu sais que son début de saison, il n'est pas parfait. Loin de là. Hein.
qu'il n'a pas été très régulier. Même si hier, il surperforme, pas de problème, il fait un gros match. J'enlève rien à son match d'hier. Mais de l'autre côté, si tu le signes au PSG, tu sais très bien qu'il va se retrouver comme Carlos Soler, comme Wijnaldum, comme Ander Herrera, comme Idrissa Gueye, c'est-à-dire complètement bridé, sans liberté, à devoir couvrir les déplacements de Neymar, de Lionel Messi, à laisser le ballon à Marco Verratti, le pôle créativité ne serait pas chez lui. Seko Fofana, c'est un joueur qui excelle dans les transitions. Est-ce que le PSG joue comme ça? Non. Seko Fofana, contre les blocs bas, mais il sait pas quoi faire du ballon. Et les supporters lensois vous le diront. Le PSG, c'est quelqu'un qui joue des blocs bas 90% du temps. À quoi il servirait dans cette équipe? Tu vois ce que je veux dire? Je grossis le trait, mais il faut arrêter un petit peu avec cette Zumba Seko Fofana. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, Paris avant tout, on a hâte de retrouver le chemin de la victoire, on l'espère vendredi contre Châteauroux, avec des jeunes qui devraient nous donner un petit peu d'enthousiasme, plus que les Espagnols, ça c'est pareil. T'as une seule nation qui est en déclin footballistiquement ces dernières années. L'Espagne. Et ben qu'est-ce que tu fais? Tu vas recruter là-bas. Ah, ça c'est très très fort. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vires Calimundo pour Pablo Sarabia, l'Espagnol, qui a joué 2 minutes pendant la Coupe du Monde, le temps pour lui de louper un penalty. Extraordinaire. Et qui est mou comme pas possible à chaque fois qu'il rentre. Extraordinaire. Franchement, c'est énorme. Bref, bonne soirée. Ciao les amis.